en droit public à l'Université de Thiès, président d'un mouvement politique qui s'appelle Alliance pour une dynamique nouvelle, ADN, qui est de la mouvance présidentielle au Sénégal. Quel est votre point de vue sur la politique actuelle au Sénégal? La politique actuelle au Sénégal rime avec ce qui se passe dans le monde entier. D'abord, il y a eu une certaine conscientisation des populations par rapport à la chose publique, ce qui fait que les leaders sont dans cette logique de pression constante pour répondre aux besoins des populations. Du point de vue macro, on peut dire que c'est une donne commune à toutes les sociétés contemporaines. Mais au Sénégal, il y a une conscientisation accrue parce que la politique intéresse aussi bien l'élite intellectuelle que le marchand de journaux, de bananes, de la rue. Tout le temps on parle politique, c'est pourquoi on dit que c'est une société politisée, une politique socialisée. Pourquoi la politique vous intéresse? Parce que tout simplement, j'ai toujours voulu agir au service des autres, c'est par rapport à ma nature. Derrière un ami qui me disait que ne cherche pas à rentrer dans le secteur privé, tu as une sorte de nature du fonctionnaire consistant à servir l'autre, autrement dit à être acteur du service public. Et pour moi, le domaine le plus, je dirais, adéquat par rapport à cette volonté, par rapport à cette nature, c'est la politique qui, selon les grands philosophes politiques, c'est l'envie de servir l'autre et non de se servir. Même si au final, il y a toujours cet intérêt particulier. Parce ceux qui disent que je fais de la politique et ne rien attendre, pour moi, cette volonté est biaisée. Il y a toujours une attente derrière. Mais ce qui importe, c'est que l'attente soit minime par rapport à ce qu'on donne. Est-ce que vous verrez des améliorations à proposer ou à mettre en application par rapport au Sénégal, quels que soient les domaines? Ah mais si, le Sénégal est une structure en construction, au sens de Bourdieu. Parce que tout simplement, la sociologie étant une donne de réclamation, d'exigence, il y a beaucoup de pans qui restent à non seulement initier, mais à également parfaire. Parce que c'est un État en chantier. N'oublions pas qu'on n'a que moins de 60 ans d'existence. Il y a beaucoup de balbutiements, il y a des choses qui sont nées il y a peu de temps. Néanmoins, on sent une certaine visibilité dans la dynamique d'évoluer pour être entre guillemets moderne. Parce que c'est une notion qui est un peu galvaudée. Pour moi, la modernité, c'est d'abord au niveau humain. Et au niveau de l'État proprement dit, on sent que les institutions bougent autant que faire se peut. Et qu'au niveau social, il y a beaucoup d'avancées, même si c'est minime parce qu'on a eu un retard de presque 50 ans. Donc pour moi, plein de choses doivent être revues, doivent être réorientées, parce que tout simplement, les gens sont dans une quête perpétuelle de satisfaction de leurs besoins quotidiens, et cette satisfaction doit être ancrée dans la dynamique politique au sens large, au sens de programme politique ou de politique générale de l'État. Mais du point de vue des urgences, il y a plein de choses à revoir, pour ne pas dire tout. Les infrastructures, la santé, l'éducation, c'est toujours problématique, malgré des avancées significatives qu'on peut noter ça et là. Est-ce qu'il y aurait un ou plusieurs domaines, ou une ou plusieurs améliorations auxquelles vous souhaiteriez apporter votre pierre à l'édifice? Mais si, parce que tout simplement, si on a mis en place un mouvement politique, c'est pour participer à l'amélioration de la gestion publique. Le premier point qui m'intéresse, moi, c'est les droits de l'homme. Parce qu'en matière de droits de l'homme, il n'y a aucun acquis. C'est toujours des quêtes perpétuelles. Et il faut aller dans le sens de renforcer ce domaine pour qu'il y ait plus de liberté. Ce n'est pas parce qu'on en a que ça suffit. Il y a également les modalités d'exercice que l'État doit encadrer, parce que les exercices-là sont des exigences légales, parce que la liberté en soi n'a pas besoin d'être octroyée, l'homme là en tant qu'être humain, mais c'est son exercice qui est encadré. À ce niveau, il y a beaucoup de choses à faire. Deuxième chose, assainir l'univers politique pour qu'il y ait un dialogue entre les tenants du pouvoir et l'opposition, avec l'implication effective de la société civile, qui doit également exceller dans sa neutralité.
Et par société civile, j'entends bien les institutions, entre guillemets, coutumières et tout ça, mais pas les mouvements politiques. Parce que les gens pensent que les mouvements citoyens politiques, étant donné que c'est des mouvements citoyens, ils ne doivent pas participer à la chose politique. Or, les partis politiques ne sont pas les acteurs exclusifs de l'univers politique. Si vous lisez ce que j'appelle les antiquités de la philosophie politique, vous ne verrez jamais chez Locke, chez Montesquieu, chez Platon, jusqu'au moderne, Jacques Généreux, Pierre Rosanvallon, vous allez en Afrique, les Cheikh Anta, et même dans la théorie de Senghor, les partis politiques sont nés tardivement, ce sont les derniers nés de la famille politique. Et on a tendance à les voir s'accaparer la chose politique pour écarter les citoyens. Or, l'acteur politique par excellence, c'est les citoyens. On parle de l'autorité politique et du citoyen. Donc c'est ces derniers qui doivent s'investir. C'est la raison pour laquelle la France a compris ça. L'avènement de Macron traduit ce qu'on appelle partout depuis une vingtaine d'années la crise des partis politiques. Parce que tout simplement, on assiste à une sorte de clan politique, de patrimonialisation du parti au niveau de l'État. Or, l'État est la chose publique. C'est cet instrument-là qui nous permet de nous épanouir, qui appartient à tous. L'État, dans son action également, doit être, je dirais, générale. Elle ne doit pas être parcellaire, elle ne doit pas être clanique, elle ne doit pas être optionnelle. L'État doit agir pour satisfaire les besoins de l'intérêt collectif, pour faire large. Parce que l'intérêt général est souvent fictif et il faut aller vers l'intérêt collectif. Donc pour moi, rien que ce point doit être amélioré, raison pour laquelle une fois on avait même proposé dans l'architecture gouvernementale sénégalaise du moins, qu'il y ait un département des droits humains et du dialogue politique. Je suis enseignant d'éducation et je dépasse même l'école parce que la première sphère de l'éducation, c'est la famille. Depuis quelque temps, nous assistons au Sénégal à une floraison d'injures incarnées par des hommes nouveaux. J'ai l'impression que maintenant, pour ce faire, il faut avoir un langage ordurier, aller chercher du vocabulaire dans les poubelles du langage. Et malheureusement, ça a tendance à payer, parce que les gens deviennent de plus en plus célèbres, ils sont tout le temps, je dirais, partagés et aimés dans les réseaux sociaux, parce que tout simplement, ils insultent, parce que tout simplement, ils deviennent vulgaires, ce qui n'est pas nôtre. Or, l'insulte est une sorte de consécration de la faiblesse. On ne tape l'autre que lorsqu'on est faible. Mais aussi la riposte doit également être réfléchie au niveau des autorités. En guise d'anecdote, il y a un président français qui aimait se brasser avec la foule. Une fois, il donnait la main à un Français dans une foule et le jeune Français lui a dit « connard ». Et le président, souriant, lui serrant toujours la main, lui dit « enchanté, moi c'est Chirac ». Mais j'ai beaucoup aimé cette réplique parce que tout simplement, lui montrant la limite de l'animalité de sa réponse et lui exerber ce que j'appelle l'humanité de sa réponse vis-à-vis de l'animalité de l'attaque. Donc ça, c'est des choses qu'il faut également avoir en soi, le sens du pardon, du dépassement et du discernement au niveau des autorités politiques. Mais aller vers l'éducation au niveau des familles. Et pour cela, il y a une nouvelle philosophie qui est en train d'être conçue et qui nous a été dictée par notre maître à nous, qui s'appelle Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. Il a dit il est temps de nos temps qu'il y ait un changement de paradigme. Il n'appartient plus aux adultes d'éduquer les jeunes, mais il appartient aux jeunes éduqués d'éduquer leurs jeunes qui ne le sont pas. Parce que celui qui passe son temps à boire de l'alcool pour être ivre d'or, à fumer des produits illicites, à utiliser la drogue, ce n'est pas l'enseignement des adultes, c'est l'enseignement de ses amis, de ses copains. Cet enseignement générationnel doit être revu. Il appartient donc aux jeunes de donner les meilleures donnes, les meilleures leçons, les meilleures recettes à leurs propres amis de la même génération que les adultes. Et pire, on constate que maintenant les adultes perdent le nord. Ils sont de plus en plus indisciplinés, ils sont de plus en plus perdus, au point qu'ils sont inaptes à éduquer qui que ce soit. Et si la famille est en faillite, on a espoir que ce retard, cette lacune soit comblée au niveau de l'école. Mais là aussi, on voit quoi? Par moment, il y a des zones où, au niveau scolaire, c'est des zones de non-droit. Et ça me rappelle la grande pensée de Platon. Lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter,
C'est ce qu'on voit maintenant. Parce que dans des écoles, il y en a qui jouent les caïds au point d'influencer leurs autres amis. Et enfin, il y a la société. C'est-à-dire ce que j'appelle l'école de la rue, mais de la rue civilisée. Ce n'est pas de la rue sauvage. Où le parent n'était plus le père ou la mère biologique. Mais c'était l'adulte du quartier, le vieux du quartier, le chef de quartier, l'imam, l'homme d'église, qui pouvait par moment t'attraper par la main et te donner des leçons de vie. Ce qui a tendance à disparaître au sein des sociétés africaines, en général et particulièrement au Sénégal. Maintenant, les infrastructures, oui, la santé. Et là, l'État fait un effort énorme parce qu'il y a la mise en place de la CMU. Les infrastructures, on voit des routes et des boulevards, des chantiers qui sont, je dirais, revitalisés et conçus par ça et là, qui montrent une certaine volonté de l'État à aller dans ce sens-là. La diplomatie, un État, nous avons la particularité de vivre dans un État, dans une zone militarisée, dans une zone de tension. À part la Gambie qui est devenue civile il n'y a pas longtemps, tous les États qui entourent le Sénégal sont gérés par des militaires, entre guillemets. Et il est vrai que depuis 2-3 ans, la Guinée est sortie de ça, le Mali. Le Sénégal était le seul pays qui était civil depuis son indépendance jusqu'à aujourd'hui. Et là, ça montre qu'il y a une certaine dose de diplomatie qu'on doit promouvoir au niveau local. Parce qu'on est bien, on a une très bonne représentation diplomatique, une très belle image, de loin. Mais le Sénégal n'est pas très en phase avec la Mauritanie. Le Sénégal n'est pas très en phase avec le Mali, avec la Guinée. Il y a des relations existantes, mais qui sont plus ou moins maquillées, un peu feutrées, qu'il va falloir assainir pour les rendre beaucoup plus cordiales. Donc les chantiers sont là, mais l'État, avec sa volonté de faire mieux, est sur le chemin, le bon, le mauvais, chacun appréciera à la fin. Mais on voit qu'il y a une volonté d'améliorer les choses. Est-ce que vous voyez d'autres obstacles en rapport aux droits humains qui sont encore sur la route et qu'il faudrait enlever? Bon, l'autre élément au niveau des droits humains, c'est la liberté d'expression. Que les gens utilisent à tort et à travers, sans pour autant saisir la substance. L'État est contre l'absoluité des libertés. Parce que tant le jour où il y aura des libertés absolues, l'État disparaîtrait. L'État est là pour réguler l'exercice des libertés. Or, ce n'est pas parce qu'on a une liberté d'expression qu'on a le droit au sein de l'État de dire ce qu'on veut. Et là, j'interpelle ce que Rosa Volant appelle d'ailleurs les conflits de souveraineté. Il y a la souveraineté électorale et la souveraineté de l'opinion. Le peuple électeur et le peuple opinion. Le peuple opinion est relayé par le journalisme, la presse. Et là aussi, il y a une invite à la responsabilisation de la presse, à informer vrai. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui, depuis quelque temps, restent dans l'aléatoire, dans l'approximation. Or, la presse excelle par nature dans ce que j'appelle l'objectivité. Malheureusement, on voit beaucoup de contre-vérités, beaucoup d'informations véhiculées qui sont rectifiées le lendemain. À ce niveau, il y a des efforts à faire au niveau de la liberté d'opinion. S'exprimer vrai et s'exprimer beau. Parce que j'ai un ami juriste qui voudrait même, par ironie, théoriser ce qu'on appelle le crime contre l'humanité par l'injure. Parce que le crime contre l'humanité, au sens propre du terme, en droit pénal international, c'est celui-là qui est loin des faits, mais qui, regardant la télé, lisant le journal, est outré dans sa chair. C'est pourquoi on parle de l'humanité, c'est-à-dire tu fais mal à quelqu'un qui est loin de toi par ton acte ignoble. Mais il y en a qui, en entendant des insultes, mais ils sont tellement affectés dans leur chair que ce délit qu'on considère comme délit du point de vue pénal doit être érigé, entre guillemets, en crime contre l'humanité, parce que ça fait mal à celui-là même qui n'est même pas sénégalais, qui n'est même pas africain, qui n'est même pas intéressé par la chose, mais à l'entendre parce que c'est mal dit. Donc il y a beaucoup de choses à améliorer. Il y a également au niveau des droits humains ce que j'appelle les droits humains en milieu carcéral. Dans les prisons du monde, les prisonniers souvent n'ont pas assez de droits, surtout le droit à l'information. Il faut également un grand travail dans le surpeuplement des prisonniers, surtout des prisonniers politiques.
On ne doit pas les mélanger par rapport aux criminels récidivistes. Et comme il y a une sorte de faiblesse du point de vue nombre de prisons, surtout au Sénégal, il va falloir aller vers la construction, la réfection et l'amélioration des conditions de vie des prisonniers dans les maisons d'arrêt et de correction pour éviter ce surpeuplement qui finira par la suite à donner naissance à ce qu'on appelle les mutineries. On l'a vécu il n'y a pas longtemps et à ce niveau, le nouveau ministre de la Justice a beaucoup à faire pour accélérer cette cadence de construction de nouvelles prisons pour désengorger le surpeuplement des prisonniers. Pouvez-vous nous parler de votre parcours universitaire? Vous savez, moi je suis né à Bouba, dans une région du Sénégal, entre Thiès et Saint-Louis. C'est là-bas que j'ai commencé mes humanités, en y faisant l'école primaire et secondaire. Donc après le bac en série littéraire, je suis orienté à l'université de Saint-Louis, qui est devenue par la suite l'université Gaston Berger. J'ai été de la première promotion, avec beaucoup de Sénégalais aujourd'hui qui gèrent les grandes directions, voire les grands ministères du pays. C'est là-bas que j'ai eu ma maîtrise en droit public, section collectivité locale, parce que je suis d'abord spécialiste du droit de la décentralisation. Ce qui m'a permis de venir à Toulouse pour y suivre un DSS en administration locale, dans la même mouvance de l'administration du droit de la décentralisation, sur un mémoire qui portait sur la régionalisation au Sénégal comme facteur de développement, point d'interrogation, avec un stage que j'ai effectué au ministère de l'Intérieur, à la direction des collectivités locales, ministère de l'Intérieur qui était à l'époque managé par M. Abdourahmane Sow, c'était du temps du président Abdou Diouf, et le directeur des collectivités locales, c'était le grand expert en la matière, M. Mamadou Diouf. Donc après mon DSS, j'ai été admis à m'inscrire en DEA, en droit public fondamental, et que j'ai eu à décrocher dans la même année, avec un mémoire sur le Conseil constitutionnel et la démocratie. Parce qu'il y a le professeur Dominique Rousseau qui parlait de démocratie continue, que lorsque le politique n'a plus de prise sur l'opinion publique, il peut saisir le juge constitutionnel qui n'est que son relais, qui est le relais de la Constitution, qui est l'expression de la volonté initiale, là où la loi est l'expression de la volonté générale. Bon, c'est un peu technique. Après ce diplôme obtenu, je me suis inscrit en thèse de doctorat sur le Conseil constitutionnel sénégalais et la protection des droits fondamentaux. En Afrique, l'exemple du Sénégal. Donc, que j'ai soutenu avec une mention qui m'a permis d'être recruté comme enseignant à la fac de droit de Toulouse. Parce qu'à l'époque, il fallait avoir une mention très honorable avec les félicitations du jury. Ce que j'ai eu par la chance et par la volonté divine, qui m'a permis donc d'enseigner à la fac de droit de Toulouse. Après, j'ai eu à enseigner dans d'autres universités africaines, parfois au Maroc, parfois en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Donc j'avais toujours l'envie de revenir au Sénégal pour servir mon pays dans mon domaine. Je voulais d'abord être avocat. Les circonstances ont fait que j'ai été par la suite enseignant et j'aime bien ce métier qui est un métier noble parce que ça te permet d'apprendre tout le temps et d'être relatif. Parce que le principe de la relativité, tel que conçu en physique ou en chimie, n'est pas simplement de ces domaines scientifiques. Au niveau des sciences sociales, l'enseignement te permet d'être relatif, d'avoir tes limites par rapport aux questions, aux problématiques qui sont parfois renouvelées par le temps, démenties ou confirmées. Donc c'est quelque chose qui nous plaît et on a été recruté à l'université de Thiès, qui se veut être une université de qualité. Nous enseignons là-bas le droit dans toutes les filières existantes, en économie, en tourisme, LEA et en LMIO, qui est la licence de management des organisations. Donc, parallèlement, j'enseigne dans des grandes écoles à Dakar, au CESAC, à Subdeco, à l'Institut supérieur des finances, plus beaucoup de séminaires, de colloques auxquels je participe. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux étudiants qui souhaiteraient faire le même chemin que vous, ou en tout cas devenir enseignant en droit? Écoutez, enseignant en droit, non, parce que pour moi,
l'avenir de l'homme professionnellement parlant, c'est sa volonté d'abord. Pour moi, il n'y a pas de sous-métier, il y a simplement l'envie qui vous anime. Ce que je dis à mes étudiants, c'est que j'aime ce que je fais parce que je m'amuse en enseignant. Parce que tout simplement, j'ai appris de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy, encore une fois, dire que quand tu travailles, vas-y comme si tu t'amusais. D'ailleurs, les bonnes actions, nous disait-il, sont celles qui sont dictées par la volonté et non par la contrainte. Il y a beaucoup de gens qui vont au boulot parce qu'ils sont contraints d'y aller. Ils n'aiment pas y aller. Or, pour moi, il faut faire ce qu'on aime. Et donc, du coup, ce que je leur dis, c'est d'apprendre, de connaître et de ne pas se limiter dans cette recherche de connaissances. Aller plus loin, toujours plus haut. Parce que nous vivons au monde de l'excellence, au monde de la compétitivité féroce, au point que les passables et les médiocres sont laissés par le train de l'histoire et il n'y aura pas un autre train, hein, il n'y a qu'un seul. Donc du coup, l'enseignement pour moi est un métier très noble. On en a besoin. Les universitaires ont besoin, les universités ont besoin d'enseignants de qualité, bien formés, dans des domaines divers. En droit, par contre, il y a une matière qui est délaissée parce que tout simplement inconnue des étudiants et qui a un champ énorme en matière de recrutement et d'expansion et de ce que je dirais d'épanouissement intellectuel et professionnel, c'est le droit de la propriété intellectuelle. Parce que parallèlement, depuis l'arrivée du président de la République, Macky Sall, au pouvoir, j'ai été nommé directeur général du Bureau sénégalais du droit d'auteur, qui est un pan de la propriété intellectuelle. Et j'ai vu combien ce droit était intéressant, combien il y avait des défis à relever, combien il y avait une urgence en matière de ressources humaines. Surtout au niveau de l'OMPI, à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, à l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Il y a beaucoup de traités qui ont été négociés au niveau international, qui doivent être reçus au niveau local, qui doivent être communiqués en matière de droits d'auteur et de droits voisins, tels que par exemple le traité de Marrakech sur l'accès des déficients visuels aux œuvres imprimées. Il y a le traité de Beijing sur le droit audiovisuel des exécutants, des producteurs et des interprètes, qui sont des combats de longue haleine obtenus par la suite au niveau international et qui doivent être reçus au niveau local. Le droit de suite sur les arts plastiques qu'on doit également initier. Il y a même un traité qui est plus ou moins étudié au niveau de l'OMPI et j'ai cru entendre que le Sénégal même pourrait recevoir cette conférence mondiale. Il y a plein de choses sur le droit pénal qu'on doit revoir aussi. Donc pour moi, dans mon domaine, le droit constitutionnel qui a tendance à s'éclater parce qu'il y a maintenant le droit parlementaire, le droit des institutions constitutionnelles et le droit du contentieux constitutionnel et qui sont devenus des disciplines autonomes. Tout ceci pour moi mérite d'être scruté par les étudiants pour voir maintenant dans leur volonté ce qu'ils veulent faire. Est-ce que vous avez un message particulier à faire passer à toutes les personnes qui vont voir et écouter votre interview, notamment par rapport aux droits et à la politique actuelle au Sénégal et par rapport aux droits humains? Ce que je vais dire simplement, c'est qu'il est temps que l'Afrique, c'est un message africain que je vais lancer, il est temps que l'Afrique s'affirme par elle-même et pour elle-même. Il y a un grand débat qui est posé au niveau continental, c'est l'affranchissement monétaire de l'Afrique, surtout de l'Afrique francophone avec le CFA. Des gens pensent que les tenants d'aujourd'hui viennent du ciel et que ce débat n'a jamais été posé. Je me rappelle, étudiant, on était en DA, on l'a posé ici à Toulouse, c'était presque au début des années 2000, avec Jean-Philippe Omotunde, avec Nicolas Ogbou, qui avait écrit un ouvrage qui s'appelle L'euro et le CFA contre l'Afrique. La souveraineté monétaire a été esquissée par Cheikh Anta Diop depuis longtemps. Donc c'est pas ces nouveaux qu'on voit comme si rien n'a été fait avant, comme si la roue commence à tourner aujourd'hui. Non. Et du coup, c'est un message que je voudrais lancer aux Africains. Et la seule façon de s'affranchir, c'est de savoir. Parce que quand on sait, on va vouloir. Et quand on va vouloir, on va pouvoir. Donc du coup, il faut d'abord avoir l'envie de connaître. De connaître pas ce qui est accessible, mais aller au-delà de l'accessible. Être compétitif au niveau de l'intelligentsia. Être des producteurs de savoir et non plus des consommateurs de savoir. On a tendance à consommer et cette société de consommation ne doit plus être non seulement vestimentaire ou alimentaire, mais aussi idéale, intellectuelle. L'Afrique est en mesure de proposer intellectuellement de nouvelles doctrines, de nouveaux courants en termes économiques, en termes sociologiques, en termes juridiques. Donc pour moi, il faut que les Africains, à partir de la jeunesse, accèdent au savoir pour saisir le savoir, ce qui leur permettra de vouloir et enfin de pouvoir imposer. Ça c'est le message que je lance. Et pour ce faire, il faut faire de la politique. Et Platon disait que celui qui refuse de faire de la politique sera puni en étant gouverné par des gens qui lui sont inférieurs. Pas pour aller vers une monnaie
typiquement africaine et tout ça. C'est bien de poser le débat, mais il faut qu'il soit dépassionné. Il faut que l'intelligentsia, c'est-à-dire la réflexion, prime sur la passion. Et j'ai l'impression que depuis quelque temps, c'est les cœurs qui parlent et non les esprits. Allons vers ça, lisons, étudions les tenants, les aboutissants. Il y a de grands économistes comme mon ami Felwine Sarr qui a eu à penser là-dessus et tant d'autres qu'on doit écouter. Écoutons les deux côtés, allons vers les avantages, les inconvénients, tout en sachant qu'il y en aura toujours des inconvénients. On reste, les inconvénients seront là, on sort pour créer la monnaie, les inconvénients seront là. Mais allons vers une logique commune, organisons des colloques, croisons le fer pour parler comme l'autre. Et de là jaillira la lumière. Merci Mounir Sy pour ce message, à bientôt. Merci, et c'était Mounir Sy, donc merci beaucoup et à bientôt.